Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré donc à la thématique immobilière et plus précisément après la recherche d'appartements ou de maisons, à la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. Que faut-il savoir avant de signer? Y a-t-il des pièges à éviter? Deux questions que nous allons poser à Yann Géano, président de La Forêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Mais deux questions que nous allons poser également à Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Charles-Édouard Bourget. Je l'ai mentionné en introduction, on fait la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente. Pour autant, ça arrive exactement au même moment lors de la décision d'achat et même de l'achat d'une résidence, qu'elle soit principale ou secondaire, ou la vente, peu importe du côté d'où on se place. Mais quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on peut choisir de signer l'un plutôt que l'autre? Alors oui, on peut toujours choisir et on peut en discuter avec son agent immobilier ou avec son notaire, mais il y a des préférences pour l'un ou pour l'autre suivant les régions. D'accord. Pareil, on a une tendance à privilégier la promesse unilatérale de vente, là où en région, on privilégiera la promesse synallagmatique ou compromis. Et puis il y a surtout une différence juridique de taille, qui est que dans la promesse unilatérale, le vendeur est seul engagé à vendre. L'acquéreur, ou qu'on appelle bénéficiaire, en tout cas dans la promesse unilatérale, lui n'a qu'une option. D'accord. Et s'il ne lève pas l'option, s'il ne donne pas suite, son engagement ne sera que financier. Il perdra l'indemnité d'immobilisation qu'on fixe généralement à 5%. Alors que dans le compromis, promesse synallagmatique, les deux parties sont engagées à vendre et à acheter. Et si on ne respecte pas son engagement, l'autre partie peut nous contraindre en justice à le respecter. Donc l'acquéreur qui aurait signé un compromis pourra être contraint par le vendeur à acheter, alors que l'acquéreur qui aurait signé une promesse unilatérale pourra être contraint de lever l'option ou non. Pourquoi il y a deux types? Donc si je comprends bien, en fait, ce qu'on appelle compromis, c'est la promesse synallagmatique. Donc il y a promesse unilatérale ou promesse synallagmatique. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux cas de figure? Alors, historiquement, les agences immobilières faisaient plutôt des compromis de vente et les notaires plutôt des promesses unilatérales. Et puis, ça s'est un peu mixé et tout le monde peut faire les deux. Il y a des cas très spécifiques où la promesse est obligatoire et la promesse authentique, donc par notaire, est obligatoire. Après, c'est vraiment des habitudes historiques. Et Yann Géano, alors effectivement, j'entends que c'est des habitudes historiques. J'imagine que tous les vendeurs veulent des promesses synallagmatiques et tous les acheteurs veulent des promesses unilatérales, ou ça ne se passe pas comme ça sur le terrain? Non, pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a des particularités régionales, ça a été évoqué. Chez nous, on a plutôt une volonté de pratiquer sur ce qu'on appelle le compromis, donc un engagement des deux parties, côtés, ouais, voilà, de même niveau. Mais il n'y a pas de volonté particulière. Quand on est vendeur, on souhaite avant tout vendre son logement, oui. et quand on est acquéreur, aller également au bout de son choix. Et puis, il y a en effet un conseil en amont avec son agent immobilier ou avec son notaire ou son conseil. Oui, parce qu'à partir du moment où on signe cette promesse ou ce compromis, il y a encore un délai avant d'aller signer l'acte final de vente qui va permettre d'aller chercher un crédit ou juste de récupérer toutes les pièces à la signature finale. Oui, il y a un délai qui est conséquent, qui est parfois c'est quelques long, mois, c'est parfois ça. de plus en plus long. En effet, de quelques mois pour constituer un dossier, pour aller rechercher du financement. Alors l'acquéreur voit beaucoup la partie financement. Il y a un travail de fond, en effet, qui est fait pour récolter des pièces, pour s'assurer en effet de la capacité à vendre ce logement du côté propriétaire, et puis à avoir les différents diagnostics, pas seulement qu'on connaît avec le DPE ou d'autres, mais d'autres pièces qui sont fournies par le notaire lorsqu'il constitue le dossier. Absolument. Et ce travail de fond, c'est le notaire qui le fait pour le coup et qui va récupérer toutes les pièces qu'on découvre généralement au moment de la signature. Enfin, normalement un peu avant, mais en tout cas, parfois on découvre leur existence quelques jours avant la signature. On vous en informe avant. Il y a effectivement un long travail entre la promesse et la vente, entre le compromis et la vente, parce qu'il y a des pièces que l'on récupère et que l'on analyse pour vous protéger en tant qu'acquéreur ou pour vous protéger en tant que vendeur. Néanmoins, la promesse ou le compromis est devenu depuis quelques années un peu le point central quand même, et ça n'est plus qu'un contrat préparatoire. C'est vraiment le contrat un peu central de notre opération, puisque c'est là que vous aurez, à l'issue de ce contrat-là, votre délai de rétractation, dont on peut parler éventuellement. Mais vous avez normalement, en tant qu'acquéreur en tout cas, au stade de la promesse de vente, la plupart des informations dont vous avez besoin. D'accord. C'est au vu de ces informations que vous pouvez ou non vous rétracter. Et le délai complémentaire, il sera principalement lié à votre financement et puis compléter un peu les informations administratives pour le côté vendeur. Mais la grosse collecte de pièces, c'est vraiment au stade de l'avant-contrat.
Alors, on va en parler effectivement de la rétractation, que ce soit avant ou après le délai d'ailleurs. Mais alors, j'imagine que vous n'allez pas me dire oui, Yann Géano, mais je vous pose la question quand même. Il y en a beaucoup des gens qui se rétractent après la signature d'un compromis ou d'une promesse. Non, je vais pas vous dire oui. Nous, on a traditionnellement à peu près 4% de promesses ou de compromis qui s'arrêtent, généralement dans la période de rétractation ou pour non-obtention du financement. D'accord. Sur les derniers mois, on a franchi légèrement le taux des 5%, mais on fait tout, en tout cas, côté vendeur, côté acquéreur, pour que les projets aboutissent, qu'ils soient mûris en amont. On parle beaucoup aujourd'hui du sujet du financement. Il y a un gros travail amont sur le financement aujourd'hui qui est réalisé avec les acquéreurs. C'est la seule raison, le financement, ou on peut parfois avoir des acquéreurs qui découvrent une surface différente ou un diagnostic qu'ils n'avaient pas eu au niveau de la promesse de vente ou qui changent d'avis potentiellement? Je vous pose la question commercialement et après réglementairement. Oui, logiquement, on a quand même beaucoup d'éléments et ça a été souligné pour prendre une décision en connaissance de cause au moment du compromis ou de la promesse, l'essentiel des éléments. Il y a des difficultés de financement, il y a des refus de complaisance, ça arrive également. On arrive à avoir un courrier de son banquier assez facilement. D'accord. Ah oui, au niveau du financement, d'accord. Oui, bien sûr. Un peu sur le financement. Ce qui permet effectivement de se dégager. Et puis il y a toute la vie, tous les amis, tous les proches, tous les tiers qui ont un avis particulier et qui vont dire aux acquéreurs, les dissuader, il ne faut pas acheter ici, il ne faut pas acheter ça, c'est le moment, c'est pas le moment. Et ça peut faire changer une décision. Ça peut faire changer une décision, bien sûr, ou une décision un peu hâtive. On visite, on voit un bien, on recherche, on s'engage, on signe une promesse ou un compromis. Et puis quelques jours après, on se dit, et si finalement on allait vivre plus loin, et si finalement on avait un autre projet de vie? Charles-Édouard Bourget, même question, ça arrive souvent, les projets qui ne vont pas jusqu'au bout? Ça arrive heureusement très rarement. Ça arrive rarement pour deux raisons. D'abord parce que ce soit les agences ou nous, on travaille tous en amont sur la préparation des informations de l'acquéreur. Et juste pour, alors sans faire très docte, mais juste rappeler que la faculté de rétractation, elle a été prévue parce qu'on trouvait ou on a imaginé que les acquéreurs, parfois, on leur mettait un peu trop la pression pour signer une promesse ou un avant-contrat. Et que du coup, pour éviter l'achat d'impulsion, on leur disait, tu as 7 jours à l'époque, c'est 10 jours maintenant, pour réfléchir et peut-être te rétracter. Aujourd'hui, le temps de collecte des pièces et le temps d'information et les échanges entre les notaires et les agences avant la signature de la promesse fait que, entre le moment où vous avez fait votre offre d'achat, après la visite, et le moment où vous signez la promesse, vous avez déjà eu matériellement un temps de réflexion. Donc normalement, le temps de réflexion post-signature de promesse, il est très faible. Mais là, effectivement, pendant 10 jours, vous pouvez vous rétracter sans avoir à donner aucune raison. Et donc, ça peut être une crainte, un conseil ou un mot. Voilà. Ça, on peut s'arrêter à tout moment. Alors, avant de se rétracter, on commence par la signer quand même, cette promesse, qu'elle soit unilatérale ou synalagmatique. Je continue avec vous, Charles-Édouard Bourget. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on est acquéreur? Et après, on posera quand même la question du vendeur, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vend un bien dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête? Est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter? Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut absolument se poser dans la rédaction de cette promesse de vente? Oui, il y a, à mon sens, 3-4 points qui sont vraiment essentiels, puisque quand on signe la promesse de vente, et particulièrement quand c'est une promesse synalagmatique, un compromis, après le moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, en droit français, il y a vente. D'accord. Il faut qu'on soit d'accord sur la chose et sur le prix. Donc la chose, ça veut dire la désignation du bien qu'on achète. Est-ce que ce qui est marqué dans le contrat, ça correspond à ce que j'ai visité, y compris la présence de mobilier, y compris des mètres carrés, y compris des travaux qui auraient été faits par mon vendeur, parce qu'il y a un certain nombre de garanties qui peuvent en résulter. Oui, donc la chose, c'est pas la visite du bien, c'est son historique également. Il faut qu'il y ait une corrélation entre la visite matérielle, entre la chose matérielle et la chose juridique. D'accord. Le deuxième point, c'est évidemment le prix. Donc qu'est-ce que comprend le prix? La commission, le mobilier, voilà, tous ces sujets-là. Quelle est partie qui est financée, quelle est partie qui n'est pas financée? Puis la troisième chose, alors c'est surtout vrai en région parisienne et dans les grandes villes, mais ça se vérifie d'une manière générale, c'est la répartition des charges de copropriété. C'est vraiment un sujet qui peut être un peu important entre le vendeur et l'acquéreur. Ces répartitions-là, toutes ces conventions-là, tout ce qui sera écrit dès la promesse, qu'elle soit unilatérale ou synalagmatique, encore une fois, vaudra et s'appliquera, sera mis en œuvre le jour du contrat définitif. Parce donc il faut qu'on écrive correctement l'avant-contrat pour que le contrat définitif. Est-ce qu'il peut y avoir un litige sur des charges de copropriété? C'est pas toujours les mêmes, ça reste pas les mêmes, quels que soient les propriétaires sur le bien. Alors oui, mais vous savez sans doute que les charges de copropriété sont payées le plus souvent trimestriellement et que toutes les ventes n'ont pas lieu le dernier jour ou le premier jour du trimestre. Oui, c'est donc qui va payer quoi à quel moment sur la répartition restante. Vous avez voté l'année dernière et dont la charge s'étale dans le temps. Est-ce que c'est vous qui les payez? Alors vous serez plus dans l'immeuble, est-ce que c'est moi? Voilà. Tous ces sujets-là doivent être réglés en négociation et en rédaction.
Et c'est là où on se retourne vers vous, Yann Géano, sur la partie négociation. Vous voyez donc du coup, j'ai envie de vous poser la même question. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses auxquelles les acquéreurs ou les vendeurs doivent faire particulièrement attention? Parce qu'on a tendance à croire, tant qu'on n'a pas en tout cas réalisé d'acquisition ou quand on est dans un projet d'acquisition, qu'on achète un lieu, une adresse, entre guillemets, si on parle d'une maison, à un prix, et puis c'est réglé. Alors qu'en fait, non, c'est le commencement finalement pas des comptes d'apothicaire, mais en tout cas des vérifications sur la chose et le prix, comme nous le disait Charles-Édouard Bourget. C'est vrai que l'intérêt de passer par un professionnel au moment d'une transaction immobilière, c'est justement d'avoir le plus de transparence possible dans un immeuble. Quand on achète un appartement à Paris, d'aller visiter jusqu'à la cave pour l'identifier, pour voir si elle est vidée, pour voir s'il y a une dalle au sol, pour voir s'il y a une serrure, pour voir s'il y a de la lumière. Même chose si on a des chambres de bonne. Je vous coupe, pardon, mais parce qu'effectivement, on part du principe que quand vous signez, vous avez vu. Même si vous n'avez pas vu, on part du principe que vous avez vu. Donc il vaut mieux l'avoir vu avant. On part du principe, en effet, qu'on achète en connaissance de cause. Alors ensuite, on a un délai de rétractation, en effet, qu'on a évoqué. Mais l'intérêt d'un professionnel, d'un intermédiaire qui justifie ses honoraires, notamment, c'est justement d'apporter de la transparence, de communiquer également sur les projets d'urbanisme qui ont lieu autour. Lorsqu'on achète et qu'on a un terrain nu, un terrain vague en face et qu'on apprend quelques temps après qu'il va y avoir la construction d'un immeuble de 10 étages qui peut donner du vis-à-vis, qui peut manger de la luminosité également. Donc le travail, aussi bien du projet de vente que du projet d'acquisition, en amont, c'est ce qui est déterminant. Les questions qu'on pose à nos clients, c'est dans quel but voulez-vous vendre ou dans quel but voulez-vous acheter? Et c'est la première question de toutes. Et à partir de là, on construit un projet avec chacune des parties. Mais je reprends l'exemple du terrain vague qui serait vendu à un promoteur immobilier, effectivement, qui créerait un gros immeuble juste à côté de là où vous avez acheté. On peut du coup se sortir d'une promesse ou d'un compromis de vente si on apprend ça après coup? On considère que du coup on n'est plus d'accord sur la chose? Alors, si manifestement il y a eu mauvaise foi à un moment ou un autre, on doit pouvoir l'établir, mais c'est pour ça qu'en effet... Il vaut mieux le savoir avant quand même. Mais dès qu'il y a la moindre information à donner, les professionnels, en tout cas, signifient de manière officielle tout ce qui se passe, tout ce qui existe autour et sur le bien. Ensuite, en effet, il peut y avoir des litiges, sur des vices cachés également. C'est pour ça qu'on a un intérêt à l'avant-contrat, à tout lister, une fissure sur le pignon d'une maison, il faut l'identifier. C'est le rôle aussi d'un professionnel lorsqu'il rédige, et qu'il soit agent immobilier ou qu'il soit notaire, de l'inscrire et le prévoir pour que toutes les parties ne puissent pas se retourner ou se défaire du projet. Lorsqu'il y a eu des travaux, des aménagements qui ont été faits parfois sans autorisation, on a pris une fenêtre, on l'a agrandie, on en a fait une porte-fenêtre sans aucune déclaration non plus. On peut très bien acheter dans ce cadre-là, mais il faut que ce soit matérialisé. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'il y ait une liste presque exhaustive finalement de ce qu'est la chose et le prix. Il faut vraiment détailler au maximum, et l'exemple de la porte-fenêtre, c'était parfait. L'exemple du terrain vague, c'est la même chose, et on peut du coup en arriver aux questions des conditions suspensives, puisque le terrain vague, qui aujourd'hui est vague, il est dans une zone constructible. Ça, c'est une information qui existe, c'est une information d'urbanisme qu'on peut consulter dès avant sa promesse de vente. Et donc la condition suspensive, celle qui me permettra, moi acquéreur, de dire finalement je ne lève pas l'option ou je ne souhaite pas acheter sans perdre les 10%, c'est la condition suspensive selon laquelle je ne veux pas que ce terrain vague devienne objet d'un permis de construire. Donc si aujourd'hui... Mais pendant combien de temps? Jusqu'à la vente? Vous avez jusqu'à la période de la vente, etc. Ah oui, pas 10 ans après avoir acheté. Mais d'accord. Si aujourd'hui il y a un permis qui a été déposé dessus, que votre vendeur ne vous le dit pas ou que les professionnels qui travaillent ne vous le disent pas, ça peut intervenir, c'est une information si que jamais vous le découvrez. On va malheureusement terminer ici en fonction du timing, mais vous l'avez mentionné, effectivement, les conditions suspensives sont beaucoup plus larges que celles d'accès au financement. On peut effectivement mettre des conditions suspensives dès qu'on a un doute ou en tout cas dès qu'on veut avoir des clarifications. Merci beaucoup en tout cas à Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Merci également Yann Géano, président de La Forêt France. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.